Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Il est 19 h dans votre journal. Ce soir, nous reviendrons sur la journée nationale de prévention du suicide. État des lieux à Toulouse, les seniors et les jeunes sont les plus touchés. Avec moi sur ce plateau ce soir, Fabienne Faure, psychologue et présidente de l'association de prévention du suicide en Midi-Pyrénées. Nous verrons dans un instant que les tentatives de suicide ne sont pas une fatalité. On peut agir en prévention. Autre titre de l'actualité de toulousaine de ce mercredi, la région Midi-Pyrénées, précurseur, c'est même une première en France. Expérimentation inédite de surveillance des voies ferrées par drone pour lutter contre le vol des câbles en cuivre. Enfin, nous vous en parlions sur TLT il y a quelques jours. Le congrès mondial des systèmes embarqués a démarré aujourd'hui à Toulouse. Il réunit les professionnels du secteur. Après l'aéronautique, nous verrons si les voitures du futur se conduiront bientôt sans chauffeur. Mais tout d'abord, un peu plus d'un mois du premier tour des municipales, les réunions s'enchaînent pour les différents candidats et les partis. Aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts, après avoir abordé les thèmes de l'emploi et de la transition énergétique en janvier, les Verts toulousains présentaient donc aujourd'hui leur programme en matière d'alimentation, autrement dit du bio et du circuit court. Les détails avec Jean-Marc Lucas. Stop à la malbouffe et à l'alimentation industrielle, vers du 100% bio et du 100% local, 5 jours sur 5 dans les cantines scolaires. Voici une des parties du programme alimentation des Verts. Mais le bio, ça coûte cher. Pas si sûr, répondent les écolos. Le bio va coûter de moins en moins cher et doit coûter de moins en moins cher. Quand on regarde les coûts induits par l'alimentation de mauvaise qualité sur le plan de la santé, on peut s'interroger quand même sur où voulons-nous mettre les investissements financiers, sur soigner a posteriori à cause de maladies induites par une alimentation de mauvaise qualité ou en amont permettre à tous d'accéder à une alimentation de qualité. La santé, ça commence dans l'assiette, ça commence dans l'air que nous respirons. Donc oui, l'alimentation bio, c'est un vecteur de santé et il n'y a aucune raison que l'alimentation de santé soit réservée à quelques-uns. Pour produire, il faudra donc de la main-d'œuvre, mais aussi des terrains. En ce qui concerne les terrains, là on est directement en lien avec les problématiques du foncier. Ce que portent les écologistes, c'est de freiner, de réduire l'étalement urbain, fortement consommateur de terres et en particulier de terres agricoles fertiles aussi. Prochaine étape pour Europe Écologie Les Verts, la présentation de leurs 69 colistiers le 12 février prochain. Les seniors et les jeunes de plus en plus touchés par le suicide avec des chiffres alarmants. Première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Seconde cause de mortalité chez les 15-24 ans. C'est ce qu'on appelle les morts évitables. Bonsoir Fabienne Faure, vous êtes psychologue clinicienne et vous êtes présidente de l'association de prévention du suicide en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui avait lieu la journée nationale de prévention contre le suicide. Demain c'est la journée régionale, on va en reparler. Je viens de le dire, les chiffres sont alarmants. Pourtant les tentatives de suicide ne sont pas une fatalité. On va y revenir dans un instant. Si on revient sur les chiffres les plus récents qu'on ait sont ceux de 2008 malheureusement en Midi-Pyrénées, 5200 tentatives de suicide, 450 décès, voilà des infographies réalisées par François Reboul. Ce sont des chiffres alarmants. Est-ce que la tendance va vers l'amélioration ou c'est encore plus alarmant? Alors depuis une dizaine d'années, la tendance est à la baisse. Donc ça veut dire qu'une prévention est possible puisqu'on arrive à faire baisser les chiffres, mais avec plus récemment une stagnation et effectivement des inquiétudes pour les personnes âgées, on va dire plus généralement pour les gens qui sortent du lien social, les gens qui se retrouvent isolés. Voilà, que plus rien ne rattache ou peu de choses aux autres et à l'existence. Avant de revenir aussi sur les personnes âgées, les suicides sont à 80% par médicament, c'est ce qu'on va voir sur cette deuxième infographie, voilà, sur les 5200 tentatives de suicide, 70% chez les 15-44, 80% par médicament, surtout les femmes. Oui, les femmes utilisent plus prioritairement des médicaments, elles ont tendance à laisser intact leur corps et les hommes utilisent plutôt des moyens plus violents comme des armes. Plus radicaux. Voilà, c'est plus radical et du coup ils sont plus concernés par les suicides et les Donc chez les femmes sont plutôt des appels au secours? Chez tout le monde ça peut être considéré comme un appel au secours puisque on sait maintenant que jusqu'au dernier moment il peut y avoir un changement dans la décision de la personne.
Et c'est-à-dire que jusque dans les dernières minutes, on peut encore intervenir pour renverser la situation du côté de la vie. Alors sur cette troisième infographie qu'on voit tout de suite, voilà, si on compare les suicides en Bretagne, Midi-Pyrénées et puis la moyenne nationale, on voit que la région est plutôt, entre guillemets, bien placée. Oui. Pour autant, fait alarmant et assez récent, on a noté au cours des 10 dernières années une augmentation des suicides chez les seniors, les plus de 75 ans. Oui. Pour quelles raisons, selon vous ? Alors c'est un peu ce que je vous disais. Bon, d'abord ils sont plus nombreux, mais aussi peut-être plus isolés, progressivement moins pris dans le lien social, familial, et donc c'est à prendre en compte, bien évidemment, dans la prévention aussi. Comment aller vers ces personnes et faire en sorte qu'elles puissent rester le plus longtemps possible, jusqu'au bout, si possible, dans un lien aux autres et à la collectivité. Alors justement, moi j'aimerais qu'on s'arrête sur cette prévention parce que vous le dites, ce n'est pas une fatalité, on peut faire des choses, on peut faire quelque chose, mais ce qu'il faut c'est déjà voir quels sont les signes avant-coureurs, les repérer, comment les repérer justement ces signes ? Alors, effectivement, il y a des signes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quelqu'un qui se suicide, qui ne le fait pas savoir. Il y a des signes qui vont progressivement de propos désespérés à des propos où la personne semble ne plus trouver d'autre issue. Enfin, parce qu'on dit souvent que les gens qui mettent fin à leur vie n'en parlent pas. Alors si, souvent ils laissent des signes. Ils disent des choses, c'est peut-être plus l'entourage qui n'arrive pas à entendre, parce que d'abord c'est dur à entendre, c'est un sujet tabou, ça renvoie aussi à sa propre angoisse, à sa propre mort. Souvent les gens laissent des signes ou s'isolent. Les jeunes par exemple, eux vont par exemple marquer leur corps ou utiliser des produits. Alors je ne dis pas que tous les jeunes qui prennent des produits sont suicidaires, mais en tout cas avoir de ce qu'on appelle des conduites d'alerte qui progressivement vont signaler que ça ne va pas et qu'ils ont de moins en moins de possibilités d'en parler. Alors vous travaillez à l'association ARPAD au Point Écoute Jeunes. Oui. Est-ce que cette question sur les jeunes, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, malheureusement d'histoires tragiques à cause d'histoires sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez noté cette tendance-là aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux depuis quelques années ? L'exposition de sa vie privée peut conduire parfois à des histoires dramatiques et tragiques. Chez les jeunes particulièrement. Moi, je ne l'ai pas noté personnellement dans mon travail. Bon, ce qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux, ce qu'on peut noter, c'est que ça joue un rôle un peu amplificateur et que pour les jeunes, où c'est tellement important, cette question de l'identité, du regard de l'autre, ça peut effectivement accélérer la rupture, la fermeture, et amplifier aussi la souffrance. Alors, quel conseil donner aux parents pour aider ces jeunes, ces ados ? Alors, juste par rapport aux réseaux sociaux, je voudrais rajouter que c'est aussi un espace où les jeunes échangent. Donc, ça peut être, comme l'ensemble des médias, un espace de prévention. Alors, que conseiller aux parents ? D'ouvrir la parole aux parents ou à l'entourage, parce que c'est pas forcément aux parents que s'adressent prioritairement les jeunes. Et puis pour repartir les amis proches aussi, la famille les dans proches. Son ensemble. Ouais. Et puis des fois, un jeune va aller parler à un copain, une copine ou à l'infirmière du lycée. Enfin, donc tout ça n'est pas à prendre à la légère, c'est ça que vous dites. Voilà. Un propos suicidaire ou de mise en danger, quel qu'il soit, n'est pas anodin. De toute façon, quelqu'un qui vient faire part de sa souffrance, il faut pouvoir l'entendre. Merci en tout le cas d'être venue nous parler de ce sujet grave, Fabienne Faure. Donc je rappelle que demain, c'est la journée régionale de prévention du suicide avec une grande journée de débat au Conseil régional sur cette question de la prévention.
Je vous le disais en titre, notre région est pilote sur une expérience nationale, l'expérimentation de surveillance des voies ferrées par drone. Une expérience qui s'inscrit dans le plan de lutte contre le vol des câbles des voies ferrées. Un micro-drone de l'entreprise toulousaine Delertec a donc survolé le trajet qui sépare les gares de Lavore et de Damiat. Il s'agit là évidemment d'une première expérimentation, comme nous l'explique Marlène Canal et Alain Sorat tout de suite. Ce drone de moins de 2 kg, équipé d'un capteur vidéo diurne et nocturne, est en liaison permanente avec une station de contrôle au sol pour la première fois en France. Et durant 3 heures, il a été testé hier sur un tronçon de 17 km d'infrastructure ferroviaire à proximité de Lavore. On a procédé 2 jours à un survol de voie ferrée par un drone hors vue. C'est-à-dire que ce drone, on l'a vu bien sûr lorsqu'il a pris son envol, mais au-delà après il a disparu à nos yeux. Pour autant on le suivait sur les écrans de contrôle et on arrivait à réceptionner, bien évidemment, c'est tout l'intérêt, à réceptionner les images qu'il nous projetait de son survol. Donc une expérimentation, ça va demander à être confirmé, je veux dire, dans d'autres configurations. Hier, nous avions l'autorisation de la DGAC pour procéder à ce vol dans un secteur qui était rural. Il nous faudra obtenir pas des dérogations, mais des autorisations spécifiques pour procéder dans d'autres configurations, à d'autres expérimentations, par exemple sur secteur semi-urbain ou voire même sur agglomération. Raison majeure de cette expérimentation, la sécurité. Il s'agit d'assurer la meilleure surveillance du réseau. Un réseau souvent dégradé. En France, on déplore 350 000 heures perdues de circulation de train par an. Vous savez comme certainement qu'on fait l'objet de un certain nombre de déprédations, de vols de câbles, vol de cuivre. Le cuivre, c'est un produit très recherché. Et le résultat de ces vols de cuivre, c'est que ça met en panne toute notre signalisation et donc ça induit de fortes perturbations sur le réseau. Donc ça veut dire autant de dérangements pour les clients, autant de difficultés dans le service ferroviaire. Bien sûr aussi un préjudice financier conséquent, 50 millions d'euros, très conséquent bien évidemment. Pour autant, c'est surtout la dégradation et la désorganisation de nos circulations qui est fondamentale. Pour l'instant, impossible de connaître le prix de ce type de drone, quelques dizaines de milliers d'euros selon le fabricant. Pour la SNCF qui entend bien ne pas rater le coche de l'expérience drone, la phase d'essai devrait se poursuivre quelques mois. Nous vous en avons parlé sur TLT il y a quelques jours. Le congrès ERTS des systèmes embarqués a démarré aujourd'hui à Toulouse, au centre des congrès Pierre Baudis. Sur place, tous les professionnels du secteur. Les systèmes embarqués sont plus utilisés qu'on ne le pense. C'est de l'informatique qui ne se voit pas à bord des avions, dans la santé aussi, et puis évidemment dans les voitures. Alors, à quand une voiture très intelligente, comprenez, sans conducteur? On n'en est pas si loin si l'on en juge par ce reportage de Gabriel Aurillon et Loïc Argili. Cette berline allemande a beau être bourrée d'électronique, elle a encore besoin d'un conducteur. Là j'ai mis une grande distance de sécurité, ça se règle. Je peux très bien diminuer la distance de sécurité. Voilà, là, je vais me rapprocher du véhicule en automatique avec le véhicule. Du coup quand elle va freiner, elle freinera plus fort. Ici, par exemple, la voiture freine toute seule. Ce véhicule est équipé d'une caméra couplée à un ordinateur. Elle analyse son environnement. Elle peut par exemple détecter un obstacle à plus de 200 mètres. Des lumières signalent même des véhicules repérés dans l'angle mort. Pour l'équipementier, ces technologies peuvent même sauver des vies. Ces systèmes d'aide à la conduite vont permettre aux conducteurs d'éviter l'accident. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir la vision. Le véhicule voit. Le système a donc détecté un piéton, il va ralentir, prévenir le conducteur qui a un piéton, mais lui-même ralentir, voire freiner le véhicule pour éviter la collision avec le piéton. Des systèmes similaires sont déjà généralisés dans nos véhicules, les régulateurs et limitateurs de vitesse par exemple. Pour la prévention routière dans l'ensemble, ces innovations vont dans le bon sens. Donc ces systèmes, dès le moment où ils peuvent être utiles au conducteur et particulièrement à son confort, on pense que c'est une bonne chose. Alors les dérives possibles, c'est surtout l'installation de tous les multimédias qu'on peut mettre à bord des véhicules. Alors ces multimédias, même si pour certains peuvent avoir rendre service, donc ils sont quand même peut-être préjudiciables pour l'hypovigilance au volant. Alors si tous ces systèmes de sécurité électronique sont une aide précieuse pour la sécurité du conducteur, il faut tout de même débourser 9 000 € aujourd'hui, en tout cas sur ce modèle, pour s'offrir un pack Assistance Plus.
Il faudra donc attendre encore quelques années pour le voir se généraliser dans nos véhicules classiques. Allez, on ouvre une page sport à présent. On va parler rugby. À 3 jours de la rencontre Stade Toulousain-Montpellier en top 14, les dirigeants du club tenaient une conférence de presse aujourd'hui. Climat pour le moins morose au Stade Toulousain. L'équipe est diminuée par de très nombreux absents qui brillent sur les pelouses internationales dans le tournoi des 6 nations. Vous le savez, les Rouges et Noirs s'apprêtent donc à faire le dos rond en recevant Montpellier samedi soir. François Guinle. Voici l'équipe type du Stade Toulousain et voici ce qu'il en reste avant de recevoir Montpellier, 5e et concurrent direct pour les phases finales. Entre les internationaux retenus avec le 15 de France et les blessés, c'est un casse-tête pour Guinoves. Heureusement aujourd'hui, c'est ses 60 ans, voilà de quoi festoyer pour se changer les idées. J'ai vraiment d'autres choses à préparer qu'une soirée, un anniversaire. Donc non. Obligé de libérer ses joueurs phares pour le tournoi des 6 nations, Guinoves est fataliste et impuissant à l'heure d'un match décisif, une situation qui le rajeunirait presque, lui rappelant le temps du rugby amateur. On est revenu 30 ans en arrière, bien qu'il y a 30 ans, quand on avait 2 internationaux concernés, on remettait les matchs. Je suis fataliste, voilà, fataliste. On est face à un règlement qui a été voté, donc on est obligé de faire avec. Ou je reste à la maison et j'arrête, ou je continue, et c'est pas mon style de ne pas me battre, donc je vais continuer à me battre avec les dernières forces qui nous restent, et puis donner le meilleur. C'est ce qu'on attend du Stade Toulousain, quoi qu'il arrive, comme on l'attendra d'autres clubs plus tard, quand ils seront dans les mêmes circonstances que nous. Depuis 20 années consécutives, le Stade Toulousain se qualifie pour les demi-finales. Cette année, ce qui faisait office de formalité devient un objectif très compliqué à atteindre pour Vincent Clerc, au club depuis 2002. Montpellier, moins diminué que le Stade Toulousain, ne se privera pas pour leur compliquer un peu plus la tâche. Montpellier est à la recherche de points, tout comme nous. C'est vrai qu'on a pas mal d'absents qui sont en équipe nationale, pas mal de blessés depuis le début de la saison. Donc forcément, il nous manque les meilleurs joueurs actuels. Après, je pense que l'équipe qui reste sur le terrain sera quand même compétitive, mais effectivement, il manque les meilleurs. Donc c'est normal que Montpellier ait l'ambition de faire un coup à Toulouse. Samedi 20h35, il faudra beaucoup de solidarité et de collectif au Stade Toulousain pour s'imposer. Une victoire qui reste nécessaire pour ne pas voir s'assombrir la route vers les demi-finales. Voilà, allez donc encourager nos rugbymen samedi soir. Une page culture avant de se quitter avec un petit détour rue du Thor à la Cinémathèque de Toulouse qui fête, vous le savez, ses 50 ans. Isabelle Huppert est la marraine de cet anniversaire. À elle seule, l'actrice écrit une page importante du cinéma français et international. Elle est à l'honneur jusqu'au 16 février avec une rétrospective en 20 films. L'occasion de montrer toute la richesse et la diversité de son parcours et de la découvrir ou de la redécouvrir. Dans ses plus beaux rôles à voir notamment demain à 19h, Sauf qui peut la vie, de Jean-Luc Godard, ou encore vendredi le chef-d'œuvre de Michael Cimino, La Porte du Paradis, ou bien Loulou de Piala, samedi à 21h à la Cinémathèque. Donc, et puis à TLT, il n'y a pas de comédiens, mais il y a des artistes, des écrivains, des musiciens. Ce soir, notre confrère Jérôme Bollock se produit dans le cadre du festival des Tours de Chant à la Dynamo. C'est à 21h. Alors si vous aimez la pop française, les mélodies accrocheuses ou la mélancolie rêveuse, Bollock, c'est son nom de scène. Il aime d'ailleurs à répéter que sa musique est, je cite, mélancolique, mais sous-tendu par de la légèreté. C'est de la mélancolie joyeuse en quelque sorte et ça ne peut pas faire de mal en ce moment. On écoute quelques instants. Elle roulant toute la nuit se disant mais quelle est cette parodie de la quarantaine dans l'Eldorado confiné de Sabé. Voilà, Bollock sur la scène de la Dynamo ce soir à 21h. Fin de cette édition. Merci de nous être fidèles. Demain, Marie Larpan à cette même place. Excellente soirée sur TLT.